Bonjour chers téléspectateurs, c'est Mamadou Cissé, je suis chargé de vous dispenser les cours de philosophie. Bon, pour les grands commençants, c'est-à-dire les élèves qui doivent faire la classe de terminale, doivent faire l'examen cette année. Maintenant, comme je viens de vous le dire, on va s'intéresser sur notre matière philosophie. Maintenant, pour cette matière, beaucoup d'élèves pensent que la philosophie leur éloigne de la vérité, alors que tel n'est pas le cas. Parce que avant de faire la philosophie, on a une conception de cette matière. Maintenant, pour découvrir la vérité sur la philosophie, il va falloir pratiquer la matière. Parce que nous, lorsque nous étions en classe de première, on avait une conception sur la philosophie. Maintenant, après, on a eu à découvrir que c'était une conception différente de ce que nous pensions. Beaucoup de personnes pensent que la philosophie les détourne de la réalité, alors que tel n'est pas le cas. Le mot philosophie, comme on a l'habitude de le dire, aurait été employé pour la première fois par un certain Pythagore. Pythagore que les élèves ont eu à rencontrer en classe de 3e. Pythagore qui, on lui assignait le nom de sage. On lui disait que tu étais un sage, mais il refusait ce nom. Il disait que je suis un amoureux de la sagesse. Un amour de la sagesse. Raison pour laquelle on vous dit que la philosophie est ce qu'on appelle l'amour de la sagesse. C'est-à-dire quelqu'un qui aime le savoir. Quelqu'un qui aime le savoir. Maintenant, le mot philosophie est constitué de philien, qui veut dire amour, et de Sophia, qui signifie sagesse. Maintenant donc, c'est ça l'étymologie, l'origine étymologique du mot philosophie. Amour de la sagesse. Lorsqu'on réunit ces deux termes, on aura l'amour de la sagesse. C'est ça l'origine de la philosophie. Je crois que, et pour les différents auteurs de la philosophie, certains ont entendu le nom de Socrate, qui est l'initiateur de la philosophie, même s'il n'a pas écrit, parce qu'il avait eu un disciple qu'on appelle Platon. Platon, dont sa philosophie était constituée de 3 étapes. Les dialogues. Ici, on a les dialogues de Genèse. Dialogue de Genèse. Dans les dialogues de Genèse, Platon avait une philosophie basée sur son maître, parce qu'il expliquait la philosophie de son maître, la philosophie de Socrate. Maintenant, un peu plus, après avoir bien maîtrisé la philosophie, on a les dialogues de maturité. Les dialogues de maturité où il a commencé à s'éloigner un peu plus de son maître Socrate. Et après, on aura les dialogues de vieillesse. Dialogue de vieillesse où Platon a commencé à faire sa propre philosophie, différente de la philosophie de son maître. C'est ça la constitution de la philosophie de Platon. Et comme vous le savez, Platon aussi avait un disciple nommé Aristote. Parce que ça, ces auteurs, on les appelle les philosophes anciens. Ce sont les philosophes anciens. Socrate, Platon, Aristote, ce sont les philosophes anciens. Maintenant, Aristote est connu sous le nom de, c'est-à-dire on l'a reconnu à travers cette célèbre proposition nommée métaphysique. Métaphysique que vous aurez à faire en classe terminale, qui est constitué de 2 noms. Méta, ta, physika. Méta qui signifie au-delà. Au-delà. Et ici, on a ta, physika. Ta, physika qui signifie physique.
Donc ici, métaphysique renvoie à l'étude de l'au-delà de la physique, c'est-à-dire l'étude des noumènes. L'étude des noumènes. Ici, noumène sera différent de phénomène. Phénomène, c'est ce qu'on observe. Les phénomènes, c'est ce qu'on observe dans la vie. C'est-à-dire les volcans, les vents. C'est ça les phénomènes, différents des noumènes. Les noumènes, ce sont les choses abstraites. C'est l'étude des choses abstraites. C'est ça la métaphysique. Donc la métaphysique, nous pouvons dire que la métaphysique est l'étude des noumènes, l'étude des choses abstraites, dont on peut en avoir la connaissance que par l'intelligence. C'était juste un bref ramassage de la philosophie d'Aristote et de Platon. Maintenant, on peut essayer de voir aussi la philosophie de Descartes, qui est un philosophe moderne, ou bien le premier philosophe moderne. Pour la philosophie de Descartes. Maintenant, un rappel. Un bon élève de terminale doit au moins maîtriser la philosophie d'un auteur, soit celle de Platon, d'Aristote ou de Descartes. Il a le choix, quoi. L'élève a le choix de maîtriser un auteur. Mais pour être un bon philosophe, il va falloir maîtriser au moins l'un de ces auteurs, soit Platon, Aristote, Descartes ou Hegel, les Karl Marx. Ce sont les philosophes phares, quoi, les philosophes qui ont eu à théoriser sur la philosophie, qui ont eu à apporter beaucoup sur la matière. Maintenant, pour Descartes, ici, Descartes qui disait que le propre de l'existence, c'est la pensée. Le propre de l'existence est la pensée. Maintenant, c'est là où on aura le fameux cogito ergo sum, que vous aurez à rencontrer en classe terminale. Cogito ergo sum, qui signifie je pense, ou bien je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Descartes veut dire ici que sans la pensée, l'homme n'a pas, c'est-à-dire l'existence de l'homme n'a pas de sens. L'homme se reconnaît à travers la pensée qu'il a. L'homme se reconnaît juste à travers sa pensée. C'est-à-dire c'est la pensée qui donne du sens à notre existence. C'est ce que Descartes va expliquer ici en disant que je pense, donc je suis. Est-ce que je me fais comprendre? Ici aussi, on peut avoir, comment dirais-je? On peut avoir l'existence ou bien la preuve de l'existence. La preuve de l'existence de Dieu à travers la raison. Parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la philosophie ne nous éloigne pas de la réalité ni de la religion, comme beaucoup le pensent. Au contraire, à travers la philosophie, on peut comprendre beaucoup de choses, y compris sa religion. Ici, la preuve de l'existence de Dieu par la raison. Ajoutons par la raison, parce que la raison est un élément phare. C'est-à-dire c'est l'épine dorsale. La raison est l'épine dorsale de la philosophie. Sans la raison, on ne peut pas parler de philosophie sans la raison. On ne peut pas parler de philosophie sans cet élément. C'est-à-dire c'est la faculté qui nous permet de distinguer le bien du mal. La raison. Donc on ne peut pas faire la philosophie sans cet aspect, ou bien sans cette faculté. Maintenant, la preuve de l'existence de Dieu par la raison. Selon Descartes, nous sommes des hommes imparfaits. Nous sommes des hommes imparfaits. Maintenant, prenons ça. Le caractère imparfait de l'homme. Puisque nous sommes des hommes imparfaits, donc nécessairement il devrait y avoir un homme, ou bien un être parfait, derrière cet être imparfait. Maintenant, prenons cet aspect. Un être parfait. Après ça, on peut avoir ici l'aspect mortel. Nous avons conscience de la mort. Nous savons tous que après cette vie, il y a la mort. Maintenant, nous sommes conscients que l'homme est mortel. Et derrière cet être mortel que nous sommes, il devait y avoir nécessairement un être immortel.
un être immortel. L'être parfait, immortel. Ajoutons ici que nous sommes des êtres finis. On a conscience de notre finitude. On a conscience de notre finitude parce qu'on a des destins à accomplir dans la vie. Maintenant, puisque nous sommes des êtres finis, donc il devrait y avoir un être infini qui est derrière cet être fini. Maintenant, un être qui regroupe ces trois aspects, un être parfait, immortel et infini, ne devrait être qu'un être transcendant. C'est Dieu. Donc, à travers la raison, Descartes a pu démontrer qu'il existe un Dieu pour contrer les athées. C'est-à-dire, les athées, un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parfois, on a l'habitude de dire que les philosophes sont des athées. Maintenant, Descartes, pour prouver le contraire, a essayé de démontrer l'existence de Dieu par le biais de la raison. La raison qu'on a ici, par le biais de la raison. Juste pour vous dire que la philosophie, parfois, est mal comprise. La philosophie est mal comprise par certains. Ceux qui pensent que la philosophie nous détourne de la réalité ou non. Alors que le propre de la philosophie, c'est de nous faire découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire de nous aider à avoir une pensée beaucoup plus approfondie sur les choses. C'est-à-dire la philosophie, c'est le cadre où l'homme parvient à comprendre le monde. C'est le cadre où l'homme parvient à comprendre le monde et à agir sur sa propre vie. C'est ça le propre de la philosophie. Et après ça, on peut avoir... Nous sommes toujours sur Descartes. Nous sommes toujours sur Descartes. Selon lui, la philosophie est comme un arbre. C'est ça qu'on appelle la métaphore arborifique de Descartes. La philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc constitue la physique et les branches qui sortent de cet arbre seront la médecine, la mécanique et la morale. Selon Descartes, ici, philosophie est considérée comme un arbre. Un arbre dont le tronc, un arbre dont le tronc est la métaphysique, un arbre dont le tronc est la métaphysique. Non, dont les racines, je voulais dire. Dont les racines. Un arbre dont les racines constituent la métaphysique. Le tronc qui va constituer la physique. Et les branches qui sortent de cet arbre. Les branches de cet arbre se réduisent à trois sciences qui sont la médecine, la mécanique et la morale. Selon Descartes, la vie est constituée de ça, de la philosophie. La philosophie qui est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique. La métaphysique, c'est l'étude des choses abstraites, comme je l'avais dit tout à l'heure, dont les racines sont la métaphysique. Le tronc est la physique, ce que nous voyons, c'est-à-dire le monde des phénomènes. Le monde des phénomènes. Le tronc est la physique, et les branches qui sortent de cet arbre se réduisent à trois sciences du moins. La médecine, la mécanique et la morale. Donc selon Descartes, c'est ça la vie quoi, c'est ça la vie. La philosophie résume la vie de manière générale, selon Descartes. Ajoutons aussi que ce philosophe moderne nous a fait comprendre que le doute, c'est le premier philosophe qui a théorisé sur le doute philosophique. Descartes nous disait qu'on peut douter sur tout, sauf le fait de ne pas douter que nous sommes en train de douter. Le mot doute revient tout à l'heure, revient tout le temps. On peut douter sur tout,
Selon Descartes, on peut douter sur tout, ou bien on peut douter de tout. On peut douter de tout. Mais on ne peut pas douter sur le fait que nous sommes en train de douter en ce moment. C'est-à-dire, il essaie de nous faire comprendre que le doute ici, contrairement au doute sceptique, parce qu'il y a deux façons de doute. Il y a le doute sceptique, qui est une forme de doute non basée, c'est-à-dire une forme de doute non fondée, différent du doute méthodique ici, le doute méthodique de Descartes. Et nous parlons de ce doute, le doute méthodique de Descartes. Le doute sceptique, ce sont des doutes non fondés, c'est-à-dire on doute sur le simple plaisir de douter, contrairement au doute méthodique de Descartes. Ici, on doute en vue de parfaire une connaissance. On doute sur une chose en vue de parfaire une connaissance. C'est ça le doute méthodique de Descartes qu'on va utiliser en philosophie. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que la raison était l'élément phare de la philosophie. On va y ajouter aussi le doute. On va y ajouter l'aspect critique et la recherche de la connaissance. Donc c'est juste pour vous dire que sans ces éléments, la raison constituera l'élément phare. Mais après la raison, on aura nécessairement le doute, l'aspect critique et la recherche de la connaissance. C'est ça le propre de la philosophie. Pour nous faire comprendre la vie. Parce que sans la parce que sans la raison, l'homme ne peut pas parvenir à distinguer le bien du mal. Sans la raison. Je vous avais dit tout à l'heure que la raison était la faculté à distinguer, à pouvoir distinguer le bien du mal. C'est la raison qui nous permet de distinguer le bien du mal. C'est pourquoi on nous dit que dans la philosophie, il y a un élément phare qui constitue la raison, c'est-à-dire un élément phare qui est la raison, du moins. Maintenant, c'était juste pour vous expliquer ce qui vous attend en classe de terminale. Que cette matière peut vous faire comprendre beaucoup de choses, une pensée approfondie sur l'ensemble des choses. Maintenant, pour finir ici, on va donner le programme qui attend les élèves de terminale. Le programme de philosophie. Ce programme qui est constitué de 4 étapes. La première partie sera la réflexion philosophique. Dans la réflexion philosophique, on aura à vous expliquer ce que c'est que la philosophie, une manière de penser. Une manière de penser. Quand on nous dira qu'on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une philosophie à apprendre, mais on vous apprend. Là, c'est-à-dire le professeur va vous expliquer comment philosopher. Mais il n'y a pas de philosophie propre à apprendre. On vous apprend seulement à philosopher, c'est-à-dire à organiser vos arguments, à organiser vos pensées. Et il y aura aussi des sous-parties. Par exemple, on aura philosophie et mythe, philosophie et science, philosophie et religion. Toutes ces parties sont des comparaisons. La comparaison de la philosophie par rapport aux autres formes de connaissances. Et après aussi, vous aurez ici dans cette partie la métaphysique que je vous avais expliqué tout à l'heure, la métaphysique d'Aristote. Et la deuxième grande partie ici, c'est la vie sociale. La vie sociale, cette partie qui va permettre à l'élève de comprendre beaucoup de choses dans sa vie, d'avoir une nouvelle appréhension sur les choses. C'est cette deuxième partie, la vie sociale. Dans la vie sociale, vous aurez le travail, vous aurez le langage, vous aurez conscience, inconscient, vous aurez autrui, vous aurez beaucoup de leçons qui vous feront comprendre, qui vous feront avoir de nouvelles pensées, de nouvelles manières de penser sur votre vie. Et après la vie sociale, ici on aura pour la troisième partie
on aura l'épistémologie. Épistémologie. Maintenant, dans cette partie, l'élève comprendra que le monde, là où nous sommes dans ce monde, nous le devons à la science. Nous le devons à la science parce que tous les progrès du monde, on le doit à la science. Le numérique que nous utilisons pour faire nos cours en ligne, les portables, les machines, tout ce que nous faisons, nous le devons à la science. Donc, parce que ici, la science a permis à l'humanité de faire des progrès énormes. Nous le savons, mais à travers, par contre, ici, la philosophie s'est tenue d'expliquer les méfaits de la science. Les méfaits de la science. Parce que la science ne peut pas se définir. La science ne peut pas s'auto-définir. Donc, ce sera à la philosophie de définir ce que c'est que la science et de constituer une sorte de garde-fou pour la science. C'est-à-dire d'examiner les résultats négatifs de la science. Par exemple, Hiroshima et Nagasaki. Hein? Ce sont des bombes qu'on a eu à jeter au Japon. Au Japon, mais c'est-à-dire il y a toujours des effets négatifs, des effets néfastes de ces bombes. Donc ce sera à la philosophie d'examiner ces résultats négatifs de la science. Donc ça, vous l'aurez à apprendre ici dans cette partie épistémologie. Un approfondissement sur ces choses. Maintenant, ici, on aura après pour la fin la quatrième partie. La quatrième partie qui constitue l'esthétique. L'esthétique, dans cette quatrième partie, il y a l'aspect de la beauté. L'aspect de la beauté, c'est-à-dire la pensée de l'art, quoi. Ici, on étudie l'art de la philosophie. On étudie l'art de la philosophie dans cette dernière étape. C'était juste pour faire de manière ramassée les quatre grandes parties qui vous attendent en classe de terminale. Dans la réflexion philosophique, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous apprendrez comment réfléchir en philosophie. Vous aurez de nouvelles pensées. Vous aurez de nouvelles manières de penser dans la vie. Dans la vie sociale aussi, on vous apprendra beaucoup de choses, notamment sur l'État. Ici, vous apprendrez beaucoup de choses. Comment fonctionne l'État? On nous dit souvent, quand l'État est fort, il nous écrase. Quand il est faible, nous périssons. Et aussi, nous voyons que dans le contexte où nous sommes, contexte de Covid, nous voyons là l'impact que l'État a sur nous. Donc ici, vous verrez beaucoup de choses dans cette partie de la vie sociale. Et après, avec la troisième partie, l'épistémologie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous aurez les méfaits que la science a eu à produire dans cette vie. C'est-à-dire la philosophie ici constituera une sorte de garde-fou qui va examiner les résultats néfastes de la science du moins. Et après, vous aurez l'esthétique, l'aspect de l'art de la philosophie. C'était juste de manière ramassée ce que nous devons vous expliquer. Et lors de la prochaine séance, on va creuser sur les différentes parties de la philosophie.